pas espérer justement de la relation érotique qu'elle apaise l'inquiétude qui toujours hante la relation à l'altérité? N'est-elle pas le moyen d'échapper à la solitude? N'est-ce pas ce que nous enseigne depuis bien longtemps déjà le mythe d'Aristophane dans le banquet de Platon? Hélas, rien n'est moins sûr. On peut penser en effet, au contraire, que la relation érotique ne fait qu'accroître, que porter à son comble l'inquiétude qui est inhérente à la relation à autrui. Le corps à corps alors, pour cela, il faut remarquer plusieurs choses. D'abord, le corps à corps érotique met à nu est le moment du plus grand dénuement, puisqu'il suppose, nous l'avons dit dès le début, d'abandonner les vêtements de la pudeur, d'accepter d'être un corps qui s'abandonne et un corps qui reste même sans voix dans l'orgasme. D'accepter d'être un corps et donc de prendre le risque d'y être plus que jamais réduit. De plus, caresser n'est pas seulement toucher. Nous touchons parfois des êtres sans les caresser. Qu'est-ce à dire? Que la caresse ne s'épuise pas dans le simple contact. C'est la raison pour laquelle il y a en elle quelque chose d'obsessionnel, qu'elle se répète indéfiniment. Elle ne saisit rien, ne vise que ce qui se dérobe, elle est une pure quête qui fait obstacle à la contemplation, une recherche qui n'est jamais satisfaite. Le désir ne culmine pas dans le dévoilement d'une présence offerte à la contemplation. Il y a un inachèvement intrinsèque de la relation érotique. Son terme, la possession du corps de l'autre, n'est jamais un terme. C'est la raison pour laquelle le désir ne cesse d'ailleurs de renaître, parce qu'il n'est jamais apaisé. Caresser n'est pas posséder. La caresse ne dévoile pas même ce qu'elle pénètre. Le corps à corps se fait ainsi toujours face à face. La caresse n'efface pas l'altérité, ne la réduit pas au silence, mais lui donne chair. Elle donne à sentir l'impossibilité de la fusion tout en réduisant à néant le confort de la solitude. Cela signifie que je ne peux accepter de toucher et de voir sans accepter de l'être aussi en retour, qu'à condition d'être affecté, d'accepter la réciprocité. Bref, cela signifie que la présence, même dans la relation érotique, n'est jamais plénitude. Mais cette inquiétude signifie que la relation sexuelle n'est pas non plus une lutte. Si l'altérité inquiète, c'est qu'elle est protégée, maintenue et non niée. Pas d'humanité sans inquiétude, pourrait-on dire. Si inquiétude il y a, c'est précisément parce que nous n'avons pas seulement le choix entre la pudeur et l'obscénité, parce que l'impudeur n'est pas nécessairement obscène. La caresse, pourrait-on dire, habille, ne porte pas atteinte à la pudeur. D'une certaine manière, pour répondre aux puritains, elle dispense du mariage. Voilà ce que le pornographe, comme le puritain, oublie. Dès lors, faire de l'obscénité la réalité de la sexualité, c'est refuser et occulter l'inquiétude et l'humanité qui l'animent. Tel semble bien être le sens de l'image pornographique, quel que soit l'univers fantasmatique qui l'anime. En effet, si la pornographie est exhibition, c'est qu'il s'agit de réduire la présence au visible pour effacer l'altérité. Il ne s'agit pas tant de donner à voir la sexualité que de réduire la sexualité à ce que l'on peut en voir. On peut à partir de là mieux comprendre les caractéristiques de l'image pornographique. Il s'agit de donner de la sexualité une image rassurante en lui retirant son opacité grâce à une image qui se présente comme transparente. Le visible ne doit faire place à aucune voix, il ne doit plus rien dire, rendre inutile toute interprétation. Il faut que l'image ne laisse rien à construire par le spectateur, dont le regard, réduit à la pure passivité, ne peut être distancié, mais seulement fasciné.